Bienvenue à cette édition du Dialogue avec. Nous sommes aujourd'hui mardi 12 mars, et nous sommes contents de vous avoir encore aujourd'hui dans cette édition. Nous saluons tous ceux qui vont se joindre à nous à travers Twitter, à travers YouTube, à travers Facebook, mais aussi à travers Instagram. Aujourd'hui, comme nous vous l'avons annoncé, nous aurons comme invité principal M. Benjamin Oumba, que beaucoup sur les réseaux sociaux connaissent. Il va nous partager son expérience de voyage et nous dire un peu ses découvertes. Ça sera avec plaisir que nous allons le recevoir aujourd'hui. Il ne sera pas seul, il sera avec l'équipe du Dialogue avec. Comme d'habitude, vous allez les découvrir petit à petit. Et nous aurons aussi nos rubriques habituelles et puis aussi une rubrique nouvelle que vous allez découvrir aujourd'hui. Et nous aurons nos correspondants habituels. Alors, nous allons d'abord vous présenter ceux qui sont présents déjà. D'abord, notre invité. Bonsoir, Monsieur Benjamin Oumba. Bonsoir, Padre. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont avec nous ou qui sont avec nous déjà. Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui dans cette édition. Alors, nous avons aussi notre correspondante dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est Agoma, et nous a fait un peu compagnie. Ceux et celles qui suivaient le Dialogue avec dans l'ancienne version la connaissent très bien, c'est Madame Rachel Amani, que nous avons la joie de retrouver aujourd'hui. Bonsoir, Madame Rachel Amani. Bonsoir Padre, bonsoir. Alors, bonsoir d'abord aujourd'hui déjà spécial, puisque aujourd'hui nous avons vu sur Twitter que c'est votre anniversaire. Donc, nous allons profiter pour vous souhaiter nos meilleurs souhaits pour votre anniversaire pour ce soir, avec toute l'équipe aussi. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, nous avons aussi notre habitué, c'est M. Fortuna Mamboulou Ekouchou depuis l'Allemagne, et c'est notre correspondant en Allemagne. Bonsoir. Bonsoir, cher père, bonsoir, chers collègues, notre invité Benjamin Oumba, bonsoir, et bonsoir. Aux téléspectateurs. Alors, merci beaucoup à tous d'être là. Vous allez rester là puisque nous allons recevoir tous Monsieur Benjamin, qui va nous raconter un peu, comme nous l'avons dit au départ, les expériences de ses voyages et de ses découvertes. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse aussi au tourisme, même si c'est un banquier, il travaille dans une banque. Mais quand on le suit sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui présente des choses qui peuvent inspirer, des choses qui peuvent pousser les autres à faire la même chose chez soi. Alors, pour aider probablement les gens qui n'ont jamais suivi directement M. Benjamin Oumba, nous allons lui donner peut-être l'opportunité et l'occasion de se présenter brièvement à ceux qui nous suivent aujourd'hui. Alors, une petite présentation, M. Benjamin Oumba. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Padre, encore une fois. Au fait, moi, c'est Benjamin Oumba. Je suis natif d'une petite ville en RDC, la ville de Likasi, en République démocratique du Congo. Et j'ai fait mes études primaires et secondaires à l'Institut Toutazami à Likasi. C'est une école de la congrégation des frères xavériens. C'est une congrégation belge en général. Disons, ils sont en Belgique, aux États-Unis et aussi en Angleterre. Et après, j'ai fait 3 ans d'études universitaires au Congo pour reprendre mes études universitaires à nouveau en Ukraine. Et donc, j'ai fait ma licence communément appelée Bachelor Degree en Europe, donc en Ukraine. Après, j'ai fait ma licence dans 2 pays, pardon, mon master dans 2 pays qui sont la Lettonie et la République tchèque. Et pour la suite, au niveau professionnel, j'ai commencé par travailler au niveau européen parce que j'ai quand même aussi des expériences professionnelles au niveau du Congo. J'ai commencé à travailler au niveau de l'Europe pour la banque britannique HSBC où j'ai passé presque 5 ans avant de rejoindre une autre banque allemande où je travaille depuis maintenant presque 1 année et demie. Donc voilà, c'est un peu ça, ma petite biographie. Merci beaucoup, petite biographie, mais avec des grandes choses. Et alors, il y a quelqu'un qui vient de
se joindre à nous. Vous le connaissez aussi, c'est notre correspondant en France, précisément à Paris. Il est professeur à la Sorbonne. C'est le professeur Alfred Echango. Bonsoir, Alfred. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir à Benjamin Oumba et aux autres intervenants du dialogue avec. Alors, merci beaucoup. Avant de retrouver de nouveau M. Benjamin Oumba, nous allons d'abord nous rendre dans l'Est de la République démocratique du Congo pour avoir un peu quelques nouvelles avec notre correspondante, Mme Rachel Amani. Comme je l'ai dit dès le départ, elle est notre correspondante, mais aujourd'hui, c'est son anniversaire. On a vu le message qu'elle a posté sur Twitter ou sur X. Alors, on se rend d'abord dans l'Est de la République démocratique du Congo. Madame Rachel Amani. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre, de la parole accordée. Merci aussi pour le souhait. C'est un grand plaisir, en fait, de me trouver ici sur le dialogue avec pendant que je célèbre mon anniversaire. C'est très important pour moi et je dis merci beaucoup à vous tous pour les souhaits et pour votre présence ce soir afin de suivre l'actualité, mais bien sûr, principalement le dialogue avec. Nous faisons un petit tour dans le Nord Kivu, dans la ville de Goma précisément. Comme M. Jean-Pierre venait de le dire, je suis Rachel Amani. J'interviens depuis Goma. Comme nous le savons depuis un moment, le M23 fait toujours rage dans la partie est de la RDC et cela fait beaucoup d'échos, beaucoup d'effets néfastes sur la ville de Goma. La ville de Goma qui reçoit déjà les déplacés de partout dans la province, au niveau de Rutshuru, Masisi, et la ville est donc submergée. La ville elle est étouffée par l'arrivée massive des déplacés qui arrivent pour s'installer à Goma. Alors, il y a beaucoup de conséquences liées à cela. Et voilà que la ville de Goma est déconnectée de toutes les entités, notamment les villages qui nourrissaient la ville de Goma et presque toute la RDC parce que la ville de Goma ou le Nord Kivu nourrit en tout cas où on voit beaucoup de ces éléments à l'intérieur du pays. Et du coup, vu que la ville est déconnectée, il n'y a pas moyen de pouvoir bénéficier des choses que nous trouvions autrefois dans le Masisi ou dans le Rutshuru. Il y a la hausse exagérée des prix sur le marché et du coup, ça affecte la vie de la population. Tel que nous le savons en RDC, nous avons en tout cas un grand pourcentage de la communauté, un grand pourcentage de la population je dirais, qui vit au taux du jour et qui est dans l'incapacité pour le moment de pouvoir survivre et se nourrir normalement comme ça s'y faisait auparavant. Vu qu'il y a la hausse des prix sur le marché, du coup, la vie devient de plus en plus difficile. Pendant que ceux qui connaissent Goma, ils savent que Goma, c'est un endroit où, en tout cas, la vie était pas difficile. Hein. C'est facile de se nourrir avec 5 000 francs, 10 000 francs auparavant, mais aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Alors, nous partons du côté des déplacés, les déplacés des guerres qui continuent à vivre des situations vraiment catastrophiques parce qu'il n'y a pas jusqu'à présent de l'assistance possible pour atténuer le problème au niveau des camps des déplacés. Plusieurs déplacés qui souffrent, il n'y a donc pas vraiment une assistance complète par rapport à la santé, par rapport à l'alimentation. Et voilà, vu que la ville de Goma a été surmilitarisée, alors il y a beaucoup d'échos négatifs dans tous les quartiers de la ville de Goma et surtout les quartiers qui sont proches des camps des déplacés. Il y a des quartiers, par exemple, Mugunga, nous les lisons sur les réseaux sociaux et surtout sur Twitter. Il y a les quartiers Ndosho et plusieurs autres quartiers qui sont vraiment coincés par rapport je disais, à la surmilitarisation des déplacés. Il y a des déplacés qui ont des armes, du coup, on ne sait pas catégoriser qui est militaire, qui ne l'est pas, qui est Mouzalembe, qui ne l'est pas. Et cela fait à ce que la population soit vraiment en sécurité totale. Au niveau même des camps des déplacés, il y a des tueries par-ci, par-là facilement. Quelqu'un qui est armé tire sur des paisibles citoyens. Un petit malentendu
Et voilà, il y a des coups de balle et des gens qui perdent leur vie comme ça. Donc, il y a en tout cas un problème sécuritaire pour le moment dans la ville de Goma parce que les déplacés qui sont venus, plusieurs d'entre eux sont de personnes à main armée, des voleurs à main armée, et d'autres qui ont été qui ont été dotés des armes pendant que ce ne sont pas vraiment des militaires, ce ne sont pas des personnes formées, et cela pèse sur toute la province en général. Donc, il y a par rapport à l'actualité dans la ville de Goma, il y a un sérieux problème de sécurité. Il y a l'arrivée toujours des déplacés, les déplacés qui survivent et qui traversent des moments très difficiles dans les camps des déplacés à cause du manque d'assistance complète pour pouvoir apporter la réponse à cette catastrophe que nous sommes en train de vivre. Merci voilà donc, beaucoup. en termes généraux, ce que je peux dire par rapport à la ville de Goma. Merci. Merci beaucoup, Madame Rachel Amali. Vous avez vu sur l'écran là, il y a Monsieur Abou, notre graphiste depuis l'Afrique du Sud, qui vous souhaite happy birthday, Sister Rachel Amali. Merci beaucoup, merci beaucoup. Monsieur Abou, depuis l'Afrique du Sud. Alors, nous revenons à notre invité maintenant, Monsieur Benjamin Oumba. Vous avez donné un peu une petite biographie de vous-même. Vous avez appelé petite, mais elle n'est pas petite. Maintenant, racontez-nous un peu les habitudes que vous avez de présenter sur les réseaux sociaux, hein, de certaines réalisations, certaines beautés de villes et des endroits. C'est un peu dans le secteur un peu comme touristique. Qu'est-ce qui vous pousse d'abord à le faire avant de passer maintenant à un autre aspect, hein, des endroits que vous avez visités? On commence d'abord par ces aspects-là, mais comme pour notre correspondante à Goma, il y avait la salutation, hein, ou bien de bons voeux de M. Abou depuis l'Afrique du Sud. Il vous a envoyé aussi un petit coucou. Hein, il dit voilà, bonsoir Benjamin, c'est de la part de M. Abou, hein, notre grand graphiste du dialogue avec. Alors, si vous pouvez un peu nous dire rapidement un peu votre motivation quand à chaque fois vous publiez des bonnes choses, des belles endroits à travers le monde. Quelle est la finalité de ces publications? Alors, comme je l'ai tout à l'heure mentionné, j'ai fait mes études dans une école xavérienne. C'était une école de la congrégation xavérienne à Likassi. Et j'avais un professeur de géographie qui m'a poussé à aimer un peu la découverte, parce qu'en fait, on nous poussait beaucoup à lire. Et moi, à chaque fois que j'allais à la bibliothèque, c'était pour prendre tout ce qui cadrait un peu avec la géographie, les découvertes. Et notre prof de géographie nous avait dit une chose. Il dit, si vous n'avez pas l'amour pour la lecture, ayez au moins l'amour pour le voyage. Parce que le voyage ouvre l'esprit. Un voyage, c'est comme un nouveau livre que vous ouvrez à chaque fois que vous voyagez. Parce qu'on a la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes, on a la possibilité d'être en face d'une nouvelle culture, d'être en face d'une nouvelle langue. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on découvre à chaque fois qu'on voyage. Et moi, je me suis dit, au Congo, nous avons peut-être une forte difficulté, c'est que nous avons un manque d'infrastructures. Je n'ai pas beaucoup voyagé au Congo, j'ai un peu voyagé dans la province l'ancienne province du Katanga en général, Kinshasa, un tout petit peu dans le sud Kivu. J'ai pas eu vraiment cette chance-là. À cause, on sait bien, ces problèmes d'infrastructure, des transports et tout. Et depuis que je suis parti du Congo, j'ai quand même cet amour pour d'abord le voyage, pour présenter un peu qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qu'il y a de beau ailleurs, et aussi attirer beaucoup plus les jeunes au voyage, s'ils ont les moyens, parce que je sais que tout voyage nous oblige quand même d'avoir quelque chose avec soi. Et voilà, donc personnellement, la motivation que j'ai, c'est de faire découvrir aux gens un peu ce qu'il y a de beau et aussi leur donner l'amour pour la découverte. Hein. Donc, voilà pourquoi je suis sur les réseaux sociaux. Et si je suis sur Twitter, par exemple, en présentant tout cela chaque jour, cela a commencé beaucoup plus pendant la période Covid. Je n'avais pas beaucoup d'activités à faire après le travail et je n'avais 400 personnes qui me suivaient. Donc, à peine en 2021, je me suis dit 2020-2021,
je me suis dit, je vais commencer à partager des belles images. Et voilà, je me suis ressourcé au Congo. Il y avait plusieurs personnes, hein, même actuellement, qui m'envoient, qui ont mon numéro, qui m'envoient des belles images, que ce soit des Goma, que ce soit des Mbujimai, Lubumbashi, Matadi. Et voilà, avec ça, je me suis dit, ben, je vais présenter cela à la face du monde. Et en présentant, ça a attiré plus de monde. En 2 ans, je me suis retrouvé avec plus de 100 000 personnes qui me suivaient. Et voilà pourquoi je me suis dit, ben, je n'arrête pas. C'est difficile d'arrêter parce qu'il y a quand même une forte attente derrière. Si nous pouvons parler du tourisme, nous pouvons parler un peu des découvertes. Et surtout aussi, je partage beaucoup de bonnes idées parce que être sur les réseaux sociaux, c'est aussi, nous devons savoir comment impacter la société positivement. Donc voilà pourquoi je suis là pour montrer combien, par exemple, Uhuru Kenyatta a construit plus de 10 000 kilomètres en 5 ans. Donc ceux qui peuvent comprendre le message. Voilà pourquoi je peux montrer, par exemple, que voilà, le Zimbabwe a récolté autant de tonnes de maïs l'année dernière pour que ça puisse aussi pousser à ceux qui n'ont pas peut-être la vision des choses, de comprendre qu'il y a un message que je vais passer, celui aussi. Une sorte de motivation. Oui, voilà, je vais vraiment motiver la société et donc ma target, c'est vraiment toute la société africaine, mais très particulièrement la République démocratique du Congo, parce que mon rêve, c'est de voir aussi le Congo avancer et surtout la jeunesse s'est réveillée un peu sur le plan un peu d'une culture vraiment de notre époque, hein, qui est celle vraiment de se développer très rapidement aussi et d'avancer. Alors, merci beaucoup. Ce que nous allons faire maintenant, les autres membres de l'équipe vont aussi poser peut-être des questions par rapport à cette première relance et afin que nous puissions avancer. Mais avant ça, nous allons découvrir une nouvelle rubrique que nous aurons peut-être régulièrement sur Dialogue avec. C'est le Titos de Madame Gladys. Suivons ensemble. Bonjour chez vous, bienvenue au tuto de Gladys, série 3, thématique de la femme, épisode 2. Les femmes sont comme des théières, elles deviennent plus fortes lorsqu'elles sont mises à l'épreuve. Mais d'où vient ce dicton, les femmes sont comme des théières, elles deviennent plus fortes lorsqu'elles sont mises à l'épreuve, et que signifie-t-il réellement? Ce dicton, sans auteur connu, suggère une comparaison métaphorique entre les femmes d'une part et les théières d'autre part, indiquant que tout comme les théières deviennent plus fortes lorsqu'elles sont chauffées et testées, les femmes gagnent en force et en résilience lorsqu'elles font face aux défis et à l'adversité. Voilà une des belles manières de souligner et de sublimer la force de la femme face aux difficultés de la vie. Alors, professeur Alfred, un petit commentaire quand vous avez suivi ce tutos de Madame Gladys. Alors, juste dire que dans la continuité de la journée internationale des droits de la femme, ou de droits des femmes, pour généraliser, et pour être aussi raccord avec l'anniversaire d'Amani Rachel, à qui on le souhaite aussi, c'est tout à fait remarquable ce qu'elle vient de souligner. Nous le savons chez nous, mais oui, les femmes, nos sœurs, nos mamans ont eu et ont toujours le poids, la charge de la famille, et par conséquent, ce qu'elle dit est tout à fait pertinent et tout à fait juste. Merci, merci beaucoup. Alors, revenons maintenant à notre invité du jour. Hein. Vous l'avez suivi, hein. Il a parlé un peu de son expérience et pourquoi, et régulièrement, même l'historique de ce qu'il a amené à publier régulièrement, hein, de belles images, de belles endroits, de beaux paysages. Qu'est-ce que vous en pensez? On commence d'abord par celui qui n'a pas encore beaucoup parlé. Monsieur Fortunato Ekouchou, qu'est-ce que vous pensez de ce que venait de dire notre invité?
Oui, tout d'abord, moi aussi, je cueille l'occasion, hein, en tout cas pour souhaiter joyeux anniversaire à Madame Rachel, Amani, Mbotama Elamu. Et par rapport au thème du jour, voilà, d'abord, je suis ébloui par tout ce travail que fait Monsieur Benjamin sur les réseaux sociaux. Comme vous le faites aussi, Père, l'information est très importante pour, disons, l'avancée des nations, pour ne pas utiliser le terme développement. Donc, déjà, c'était pour vous encourager, vous présenter, en tout cas, mes félicitations pour tout ce temps que vous prenez. Ce que je peux d'abord, j'ai juste une question personnelle à vous. Et si on vous demandait quelle est la ville que vous aimeriez vraiment visiter, une ville que vous aimeriez visiter en RDC que vous n'avez pas visitée, quelle serait cette ville et pourquoi? Je dirais que pour le moment, j'ai bien envie de visiter la grande province de l'Équateur et en particulier la ville de Mbandaka. Pourquoi la ville de Mbandaka? D'abord, elle a tout à fait un climat particulier. Le peuple est tout à fait spécial. À chaque fois que je vois un peu la population de l'Équateur, j'ai vraiment envie de la côtoyer, de la connaître un peu plus de près, parce que au-delà de ma culture, qui est d'abord swahiliphone, c'est-à-dire je connais l'Est et tout, j'ai vraiment envie d'entrer un peu plus dans le fin fond aussi de la province orientale, la grande province, donc, et très particulièrement aller voir la ville de Mbandaka et découvrir un peu, par exemple, le parc national d'Yalé, qui est, je pense, le parc national d'Yalé, qui est très beau. Je vois des photos que j'ai partagées, mais j'aimerais bien voir ça. Parce que j'ai visité beaucoup de parcs botaniques, des jardins botaniques à travers l'Europe, à travers l'Afrique, dans d'autres pays. Pour moi, j'ai toujours dit, juste de par les photos, peut-être le meilleur jardin au monde, il est au Congo. C'est celui d'y aller à l'Équateur. Donc, j'aimerais vraiment visiter celui-là. Alors, Madame Rachel, vous avez, par rapport à ce que venait de dire auparavant, Monsieur Benjamin Wumba, hein, c'est son plaisir, ses hobbies pour des paysages, pour présenter aux gens, à ceux qui le suivent et pour les followers. Est-ce que vous avez une question peut-être à lui poser ou bien qu'est-ce qui vous a frappé dans ces publications, ces posts sur les réseaux sociaux? En fait, c'est une occasion de féliciter Monsieur Benjamin pour ce qu'il fait pour la RDC. C'est un signe du patriotisme et moi, j'apprécie vraiment ce qu'il fait. Et à un moment, je me demandais, est-ce que réellement il a visité tous ces endroits qu'il publie? Et je comprends que c'est tout simplement le plaisir là, de vendre la bonne image de la RDC et donc pas forcément qu'il est arrivé partout. Alors, une question que j'aimerais poser à M. Benjamin, c'est de savoir s'il n'arrive pas de moment où il se décourage de vendre la bonne image de la RDC. Au vu de tout ce que nous sommes en train de traverser, il y a beaucoup de choses qui se disent sur la RDC. Souvent même, nous-mêmes, nous sommes à la base de la vente de la mauvaise image de la RDC. Souvent, il ne vous arrive pas de vous décourager de le faire? Alors, très bonne question. Merci beaucoup. Madame Rachel, et encore une fois, joyeux anniversaire. C'était la meilleure occasion d'attendre votre question pour vous souhaiter quand même aussi tous les meilleurs. Oui, bien sûr qu'il y a des moments où nous sommes découragés parce que moi, tout au début, j'utilisais toujours le hashtag Visite Congo à chaque fois que j'ai partagé les belles images du Congo. Mais avec tout ce qui se passe, que ce soit la politique, que ce soit la situation sécuritaire, je peux publier les belles images du Congo, mais j'ai un peu du mal à rajouter le Visite Congo, le hashtag, parce que je me dis, il y a ceux qui, en voyant cela, se moquent un peu. On va visiter quoi? Quelle sécurité? Quelle situation? Donc, c'est un peu difficile, ça décourage un peu, mais je me dis, si je ne les fais pas, qui les fera à ma place? Donc, il y a toujours des moments où je les fais tout en ajoutant les Visites Congo, mais sinon, parfois, nous sommes découragés. Parfois, c'est peut-être nos propres compatriotes qui nous disent que c'est voilà, du Photoshop. Voilà, c'est pas beau. Mais moi, personnellement, à chaque fois, j'essaye d'arranger les images et de partager les plus belles images du Congo. Quand une image n'est même pas claire, je ne la partage pas. Parce que pour moi, j'aimerais que
vraiment refléter la plus bonne image de mon pays. Et les découragements, oui, il y en a, mais à chaque fois, on essaye seulement d'élever notre tête et nous dire que nous sommes les seuls qui devons le faire. Parce que parmi les meilleurs principes pour promouvoir un pays, c'est d'abord le pays doit avoir des influenceurs. Aujourd'hui, j'ai plus de 100 000 personnes. J'aimerais utiliser cette plateforme-là pour réellement promouvoir mon pays, parler de mon pays. Donc, voilà, c'est un peu ça. Je n'ai pas envie d'abandonner parce qu'il y a 2, 3 personnes qui pourront peut-être ne pas être contents ou me dire, me décourager parce que ben, qu'est-ce qu'on va visiter au Congo par rapport à la situation. Mais je me dis, mais quelle que soit la situation actuelle, un jour nous parlerons aussi de la situation totale des paix, comme certains pays d'Afrique. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire, qui a été un pays aussi déchiré, mais aujourd'hui c'est un beau pays qui vient d'abriter une très belle CAN où les gens ont été contents de visiter toutes les villes, que ce soit Abidjan, Yamoussoukro ou encore San Pedro, où a évolué la RDC, donc qui étaient des bastions. Boaké, qui étaient des bastions rebelles, mais aujourd'hui qui ont été pratiquement des miroirs du football africain. Donc, j'aimerais bien, et je sais qu'un jour ça payera aussi, les gens seront contents de visiter Goma, seront contents d'aller à Massissi, les gens seront contents de visiter le Sankourou ou encore d'aller quelque part dans les fins fonds du Congo. Voilà, c'est un peu ma vision des choses et je ne me décourage pas, j'avance, je sais que un jour, peut-être les générations futures en bénéficieront. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous allons essayer d'avancer. Nous allons maintenant avoir un peu quelques nouvelles hein, de pays où vous êtes, hein, avec notre correspondant, M. Fortuné Kouchou. Nous allons voir pour quelques 2 minutes rapidement les nouvelles d'Allemagne. Alors, quelles sont quelques nouvelles d'Allemagne? Voilà, 2 minutes rapidement. Il y a 2 nouvelles. La première, voilà, j'ai juste sélectionné cette nouvelle, c'est que les grèves continuent en Allemagne, la grève des conducteurs de train et la poursuite de la grève de personnel aérien. Donc le Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, donc c'est le nom du syndicat des conducteurs de train et des transporteurs de train de longue distance, a lancé à partir d'hier. Donc, à partir d'hier, ils ont décidé à partir d'aujourd'hui une grève de 48 heures, donc 2 jours. L'Allemagne sera encore est déjà paralysée hein, avec cette grève. Et cette grève, chose intéressante, a été contestée par la Deutsche Bahn, donc la compagnie allemande de train. Motif, court préavis donné par le syndicat. Toutefois, les juges allemands, en l'occurrence le tribunal de travail de Francfort, a confirmé la grève. Donc, ça continue. Et l'Allemagne, comme vous le savez, on le raconte ici, est depuis la fin de l'année dernière secouée par beaucoup de mouvements de grève et les syndicats demandent de meilleures conditions de travail. Cette semaine, la grève impactera des millions de passagers, pas seulement les Allemands, parce qu'à cette grève de train s'ajoute la continuité de la grève du syndicat du personnel de bord hein, de la compagnie aérienne hein, nationale allemande Lufthansa. Et sur ce, je voudrais ajouter que cette compagnie a déclaré qu'un total de 1000 vols hein, serait annulé entre Francfort et Munich au cours de ces 2 jours de grève. Une deuxième news qui est c'est un peu insolite, hein, on parle du droit à avoir accès à Internet rapide. En Allemagne, il existe un droit d'avoir accès à Internet rapide et pour la première fois, des citoyens allemands ont essayé d'utiliser pour la première fois ce droit-là. Et donc, dans le cadre de ce droit d'accès à Internet rapide, l'Agence fédérale du network, donc du réseau, a pour la première fois obligé un fournisseur d'accès à Internet à fournir Internet à un foyer allemand qui habite dans un coin éloigné. Et ce droit, je voudrais le rappeler, a été institué sous la coalition de Angela Merkel. Et ce droit garantit à tous les Allemands d'avoir accès à Internet avec une certaine vitesse de téléchargement ou de déchargement avec un montant ne dépassant pas 30 €. Et donc, un ménage de la Basse-Saxe
au nord de l'Allemagne, les villes Brême et Hanovre, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, un ménage avait demandé à plusieurs fournisseurs l'accès à Internet avec ce droit-là. Et pour la première fois, donc, l'agence des réseaux a émis un avis positif pour imposer à un fournisseur de donner à cette famille Internet à 30 € avec les caractéristiques techniques décidées dans le cadre de cette loi. L'affaire est à suivre parce que le fournisseur pourrait aller encore en justice et contester cette imposition, cette injonction de l'agence des réseaux. Merci. Merci beaucoup pour ces nouvelles qui viennent d'Allemagne, là où se trouve aussi notre invité du jour, Benjamin Umba. Alors, nous allons poursuivre, mais après cette petite pause. Voilà, revenons à notre invité du jour, Monsieur Benjamin. Dernièrement, quand j'ai échangé avec vous, vous aviez dit que vous allez aussi profiter de cette occasion pour parler un peu de vos voyages, puisque quand vous publiez des images, c'est comme vous avez dit, ce n'est pas nécessairement que vous avez été à ces endroits, mais vous voyagez quand même suffisamment. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu, par exemple, le dernier voyage que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez découvert dans ces endroits ou dans ces pays que vous avez visités dernièrement? Alors, moi, je suis un peu un aventurier, hein, et j'ai entraîné ma femme dans cette aventure. Par exemple, là, je reviens, hier à peine, j'ai reposé mes valises à la maison. Nous revenons des pays baltes. Les pays baltes, c'est 3 petits pays en Europe qui sont situés juste à côté de la Russie, qui sont des pays membres de l'Union européenne, l'espace Schengen, la zone euro, c'est la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie. Donc, nous avons été en Lettonie et en Estonie. Il fait un peu froid là-bas, mais nous avons beaucoup aimé parce que personnellement, j'y étais déjà avant. Ce que j'ai aimé, c'est un peu mon rêve, je pense que j'ai publié même un tweet par rapport à ça, c'est de voir comment nous avons un peu abandonné notre patrimoine congolais, notamment les anciens palais du maréchal Mobutu, parce que pendant que j'étais en Estonie, j'ai beaucoup raisonné, j'ai visité des châteaux, et ça m'a fait mal, parce que quand vous prenez tous ces châteaux de Mobutu, que ce soit ces palais, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à l'Équateur, que ce soit un peu partout dans la République, nous pouvions les réhabiliter, soit les transformer en musée, soit les transformer peut-être en hôtel, que ce soit des lieux d'attraction pour justement permettre à ce que le pays puisse en bénéficier. Parce que tous ces lieux, pour les visiter, il faut payer de l'argent. Et nous avons pratiquement négligé, je pense que le fait que tous ces châteaux de Mobutu sont en train de tomber en ruine, la République ne va pas peut-être en bénéficier. Nous avons pillé, mais nous sommes capables de réhabiliter et de voir comment réellement les mettre. Ça fait partie de notre histoire. Et ça, c'est un peu le côté le plus triste que j'ai constaté quand j'essaye de voir un peu la réalité congolaise face à certains pays aujourd'hui qui ne sont plus des royaumes. C'est-à-dire, il y a eu des rois qui ont vécu dans ces palais, qui sont partis, mais ils les ont conservés. Aujourd'hui, vous pouvez voir même une façade dans un pays. Je prends les cas, par exemple, en Lettonie. Pendant que j'ai visité Riga, la capitale, vous voyez que dans la vieille ville, ils détruisent complètement un bâtiment, donc de l'intérieur, mais ils gardent la façade pour au moins conserver l'histoire et la beauté de la ville. Alors, on détruit l'intérieur, on reconstruit, on garde au moins l'histoire. Donc, mon souhait, c'est de voir aussi comment notre pays pourrait garder cela pour permettre justement à ce que nous puissions attirer, parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les beaux bâtiments en Europe, ce ne sont pas les beaux bâtiments un peu du genre Dubaï qui attirent, mais c'est plutôt les anciennes. Et au Congo, par exemple, nous avions des villes qui ont été bâties comme ça. Quand vous prenez une ville comme Likasi, Lubumbashi, ou encore vous allez à Kananga, par exemple, c'est aussi, ou Kisangani, qui est un peu en ruine aujourd'hui, mais on ne sait rien conserver. Donc voilà, c'est un peu le côté un peu sad, triste, voilà, de l'histoire congolaise.
où je pense que nous devons un peu nous améliorer afin de permettre à ce que le tourisme soit aussi un secteur important pour l'économie nationale. Merci beaucoup. Alors, professeur Alfred, quelle est votre réaction quand vous venez de suivre un peu ce que a raconté notre invité Benjamin Oumba en visitant un peu dernièrement le pays balte? Qu'est-ce que ça vous passe en tête, vous qui vivez en France? Vous avez aussi l'expérience, vous avez dernièrement voyagé, vous avez été, même si, disons, en Europe, on voyage plus facilement et c'est l'occasion aussi de découvrir beaucoup de choses. Vous avez été dernièrement à Londres, vous avez fait un petit voyage aussi la semaine passée. Alors, quand vous suivez comme ça, Monsieur Benjamin, qu'est-ce que vous en dites ou des questions à lui poser? Alors, d'abord, le féliciter pour son expérience à l'Ikazie, en Ukraine, et puis ce qu'il est en train de faire maintenant. J'ai souvent suivi justement la diffusion de ces belles cartes postales de la RD Congo, du reste de l'Afrique et du monde. Mais par rapport à ce que Benjamin vient de dire, c'est que nous n'avons pas le sens du patrimoine chez nous. Nous n'avons pas le sens justement de la valeur de ce patrimoine-là. Jean-Pierre est venu à Paris, on avait visité la Sorbonne et les quartiers latins. Donc on voit la Sorbonne créée en 1830 par le bon roi Louis, mais par son professeur Michel de Sorbonne, et que l'université continue, les bâtiments historiques sont encore là. Et donc chez nous, effectivement, ça manque. Moi, ma petite question est celle-ci. Au vu de ce que Benjamin fait, toutes les belles images, cartes postales qu'il a diffusées, qu'il continue à diffuser sur le RD Congo, a-t-il songé, par exemple, à faire un guide qui permettrait justement touristique de ces beaux endroits de la RD Congo? Parce qu'il me souvient que le dernier guide touristique du Zaïre et de Jeune Afrique 1977-78. Donc, vous proposez une sorte de guide, un petit livre qui favorise des visites de certains endroits, seulement en République démocratique du Congo, ou bien vous pouvez aussi écrire un livre sur les différents endroits qu'il est en train de visiter. C'est ça? Alors, oui, non, mais surtout la RD Congo. Ah oui, ok. Alors, on donne la parole à monsieur Benjamin. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Je pense que c'est quelque chose que j'ai commencé à penser. J'y pense actuellement parce que, bon, les tweets, ça disparaît, ça fait quand même, c'est difficile de retrouver tout cela. Qu'est faire pour justement permettre aux gens de garder quand même plus de souvenirs avec eux dans leur bibliothèque, ou aussi les touristes qui peuvent voyager avec peut-être des livres, des bouquins où ils ont déjà lu, ils savent que voilà, au Congo, on peut visiter ça, ça, ça et tout. Donc, j'ai quand même cette idée justement. Je pense que d'ici la fin de cette année, c'est bien mon souhait de produire un livre spécial sur Visite Congo. C'est un peu, c'est pas un secret, c'est un peu, je mettrai justement le hashtag. J'aimerais publier ça pour permettre justement à ce que je puisse au maximum faire connaître la République démocratique du Congo. Et aussi, ce livre, pour moi, je n'aimerais pas qu'il soit totalement vendu, mais plutôt aller distribuer aussi dans les bibliothèques au Congo, c'est-à-dire les écoles. Peut-être que ça soit un livre sponsorisé. Hein, comme oui, ça, oui. Donc, le faire bénéficier vraiment au maximum. Parce que moi, mon souhait, c'est, j'ai vraiment un rêve de permettre à ce que la jeunesse s'intéresse un peu à un autre domaine. Qu'on ne pense pas qu'à la musique, qu'on ne pense pas qu'au foot, qu'on ne pense pas qu'à la politique, mais qu'on voit aussi un aspect culturel, un aspect qu'on aime. Vraiment, le vrai patriotisme passera par aussi la fierté de tout ce que nous avons comme patrimoine. C'est un peu mon rêve, voilà.
Oui, ça c'est vrai, ce que vous venez de dire, M. Benjamin. Il faut laisser des traces dans la vie. Il ne faut pas que tout disparaisse avec nous. Hein. D'ailleurs, ça c'est une idée qui m'est venue aussi, hein, puisque depuis un certain temps, j'ai abandonné l'espèce que je faisais sur X, sur Twitter, à cause de ça, puisque, bon, on faisait, puis ça disparaissait. On ne pouvait même pas avoir... disons, des archives comme telles. Maintenant, avec ces dialogues avec visuel, tout est conservé, surtout sur YouTube, on peut tout retrouver, c'est plus facile. Il faut laisser des traces dans la vie, il faut bien le faire. Alors, nous allons continuer avec vous, M. Benjamin Oumba, puisque vous êtes notre invité principal aujourd'hui. Il est temps de donner la parole à M. Mokarmel Maïnga, pour nous parler un peu, disons, de la rubrique juridique. Nous allons découvrir le sujet qui nous a réservé aujourd'hui. Alors, monsieur Mokarmel Maïnga. Alors, bonsoir Père, bonsoir tous les intervenants. Une fois, je m'excuse envers tous nos auditeurs pour cette qualité de l'image. La technique a eu ses caprices et elle a eu raison de nous. Alors, pour la journée d'aujourd'hui, dans le cadre de notre rubrique sujet juridique, nous allons parler de deux choses. Premièrement, il s'agit du contentieux électoral qui vient de toucher à sa fin. La Cour vient aujourd'hui de proclamer, invalider certains candidats et proclamer les élus définitifs à travers son arrêt en contentieux de résultats, ce qui clôt le contentieux des élections législatives nationales. Et d'ici là, déjà l'Assemblée sera pleinement réunie et tous les 447 députés pourront bien siéger. Et nous sommes bien évidemment, comme vous le savez, dans le mois de la femme. Et nous avons célébré le 8 mars dernier la journée internationale du droit des femmes. Aujourd'hui, nous allons parler quand même d'un sujet qui concerne la femme. Il s'agit de la capacité de la femme mariée de pouvoir conclure un contrat de travail. C'est un sujet intéressant qui a fait couler beaucoup d'encre et salive dans le passé, lorsque la situation de la femme mariée a évolué en droit congolais. Nous sommes partis d'un régime d'autorisation aujourd'hui à un simple régime d'information. D'abord, l'article 6, alinéa 1 du Code du travail de 2002 disposait que la matière de capacité, on laisse le soin à la loi du pays. Parce qu'en droit du travail, il n'y a pas seulement les nationaux qui y travaillent, mais il y a aussi les expatriés. À défaut d'une législation dans le pays de l'origine de la personne, c'est la loi congolaise qui s'appliquait. Or, à l'époque, les codes de la famille de 1987 n'étaient pas encore révisés. Ces codes de la famille consacraient un régime d'autorisation préalable de la femme avant d'exercer les actes de commerce, mais aussi avant de conclure le contrat de travail. La femme était assimilée dans la catégorie des incapables en droit congolais. Et avec l'avènement de la Constitution de 2006, particulièrement dans son exposé des motifs, qui consacre la parité, et l'article 37 qui consacre un droit au travail, un droit sacré au travail, et avec la ratification du traité de Port-Louis de l'OHADA, le régime de la femme mariée a évolué. Certaines dispositions anciennes du Code de la famille ont été abrogées jusqu'à nous amener aujourd'hui avec la révision du Code de la famille de 2016, de juillet 2016, à un régime de simples informations non contraignantes. Donc, nous sommes partis d'un régime d'autorisation à un régime d'information. Cela prouve à suffisance qu'en droit congolais et au Congo, la question des droits des femmes ont évolué. Il y a plusieurs autres sujets, notamment en matière de mariage et en matière des actes de commerce, comme je l'ai souligné tantôt. La capacité de la femme mariée est pleinement acquise à l'heure actuelle, à l'état actuel du droit congolais. Merci, Père. Merci, merci beaucoup, Monsieur Mokarmel Maïnga, pour cette rubrique juridique aujourd'hui. On découvre beaucoup de choses. On est au mois de la femme, où on fait l'honneur à la femme. Merci de nous avoir remémoré un peu les étapes pour ce qui concerne le droit de la femme. J'ai une question, Père, rapidement sur cet aspect. Patience. Alors, okay. Nous saluons d'abord, notre Madame, Madame Pensée du jour, mais aujourd'hui, elle est seulement là. Je crois qu'aujourd'hui, elle ne va pas donner la pensée du jour, mais elle est là comme membre de l'équipe du dialogue avec. Elle aura certainement, je sais,
Elle aura certainement des questions hein, aussi, ou bien des petites interventions. Alors, il y a notre invité du jour d'abord, c'est M. Umba. On va lui poser la question s'il y a quelque chose qui l'a frappé un peu après avoir suivi notre rubrique juridique. Qu'est-ce qui vous a frappé hein? Ce qui m'a frappé, c'est de voir que le Congo évolue et continue quand même à donner la chance aux femmes d'évoluer. Moi, je suis parmi les hommes qui trouvent que le leadership de la femme doit quand même être promu. Et étant donné que, par exemple, ici en Europe, nous avons vu comment moi, à l'université, je suis passé par 75%, 75% des professeurs étaient des femmes. Hein, donc, il faut donner la chance aux femmes. Et ce qui se fait au Congo, petit à petit, c'est quand même encourageant. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Je m'excuse, Patricia, de ne vous avoir pas salué. Bonsoir d'abord, Patricia, ça va? Bonsoir, Père Jean-Pierre. Bonsoir. Ça va, merci. Et vous? Alors, merci, oui, ça va. Vous nous avez un peu manqué au début. Maintenant que vous êtes là, on va vous donner la parole après, mais c'était juste d'abord pour vous saluer. Et il y avait aussi notre correspondante à Goma qui était avec nous, hein, qui fêtait son anniversaire aujourd'hui. On a essayé de lui souhaiter aussi des bons anniversaires. Comme vous êtes là, et je crois qu'elle va peut-être nous revenir, Madame Rachel Amani. Donc, nous sommes contents que vous soyez avec nous. Comme ça, l'équipe s'est agrandie. Et nous donnons la parole maintenant un peu. Je ne sais pas si vous pouvez déjà intervenir maintenant. Vous allez intervenir puisqu'il y a des interventions. Nous avons notre invité. Je suis presque certain que vous nous avez suivis même quand vous n'étiez pas encore avec nous à travers soit YouTube, soit Twitter. Nous allons vous donner la parole après. Le temps de donner d'abord la parole à Monsieur Ekoutou qui voulait intervenir rapidement et puis nous allons revenir à notre invité. Oui, très rapidement, c'était juste une question à notre juriste qui a parlé de l'évolution, hein, en fait, de la capacité de la femme de décider de travailler. Vous avez utilisé un terme que la femme a retrouvé sa capacité juridique, mais j'ai une question, c'est juste une contestation parce que je trouve qu'avec un régime d'information, il n'y a pas pleine capacité juridique. Parce que s'il y a parité, alors l'homme aussi devait informer, il devait y avoir un régime d'information. Est-ce qu'il y a un régime d'information pour l'homme et pour la femme ou il n'y a que régime d'information pour la femme? Très rapidement, c'était ça. Alors, cette question, c'était parmi les revendications lors de la révision du Code de la famille. Je me souviens encore des interventions de la ministre de l'Environnement que le père a réussi ici la semaine dernière. L'obligation est actuellement, c'est une obligation mutuelle d'information entre époux. C'est ce qui a été consacré par le Code de la famille. Donc, ils ont le devoir de s'informer mutuellement. C'était juste pour, comme je l'ai expliqué tantôt, quitter de ces régimes d'autorisation qui ne pesaient que sur la femme, puisque l'homme n'était pas assujetti à cette obligation d'autorisation. L'homme ne pouvait qu'informer et la femme devait avoir une autorisation. C'était ça le plus grand problème. Actuellement, il y a un régime d'information mutuelle, mais qui n'est pas contraignante comme je l'ai signifié. On peut ou n'est pas informé, puisqu'il y a un droit sacré consacré au niveau de la Constitution, l'article 37 qui est le droit du travail. Donc, la Constitution est la loi suprême qui consacre ces droits sacrés au travail. Aucun droit inférieur ne peut y déroger par rapport à la Constitution. Donc, ces régimes d'information au niveau du Code de la famille n'existent que pour, à titre informatif subsidiaire, comme j'ai dit tantôt. Ce n'est pas un régime très contraignant. Il n'y a pas d'obligation directe qui pèse, mais parmi les obligations des époux, dans le même code, on prévoit les obligations d'information mutuelle, notamment dans le cadre aussi de conclusion de certains contrats. C'est beaucoup plus cohérent, merci. Merci beaucoup. Nous revenons à notre invité du jour. Il y a son projet d'écrire un guide pour aider les gens à connaître des endroits à visiter en République démocratique du Congo. Et alors, comme elle nous a rejoint, notre Patricia, et nous allons lui donner la parole, probablement qu'elle a suivi monsieur... Pas probablement, elle a suivi M. Benjamin Umba. Elle devrait peut-être avoir une question ou des questions pour M. Benjamin. Oui, bien sûr.
Bah, en fait, c'est pas d'aujourd'hui. D'abord, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, c'est pas vraiment d'aujourd'hui que je connais Benjamin. Son compte Twitter, je le suis depuis déjà quelques années, hein. C'est l'un des comptes pour lesquels j'ai d'ailleurs une notification, parce qu'à chaque fois qu'il publie quelque chose, donc j'ai la notification et je vois. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je trouve que c'est l'un des comptes qui sort un petit peu du carcan politique qu'on a dans la twittosphère congolaise. Et c'est surtout un compte qui donne des informations réelles. Ça veut dire qu'il partage des informations réelles, il partage des photos. On sent qu'il y a de la recherche dans ce qu'il fait. Ce n'est pas juste quelqu'un qui va sur Google shipper quelques 2-3 photos et 2-3 informations. On sent qu'il y a de la recherche. C'est pour ça que vraiment ça m'a intéressé de le suivre et surtout d'avoir les notifications pour savoir un petit peu tous les jours qu'est-ce qu'il partage. Alors, j'ai bien sûr plusieurs questions pour Benjamin, mais je vais me limiter à 2 questions pour commencer, pour laisser aussi le temps aux autres. Alors, ma première question, Benjamin, ce serait avec les activités professionnelles que nous avons tous, j'imagine que maintenir cette page Twitter, c'est quelque chose que tu fais. Excuse-moi, d'abord, je me permets de te tutoyer. Bien sûr, bien sûr. Ok. Ok, donc j'imagine que c'est une page que tu entretiens dans ton temps libre, mais j'aimerais vraiment savoir combien de temps, parce que c'est tellement bien fait, c'est tellement bien écrit et c'est tellement compartimenté de façon à ce que les gens se retrouvent. Dès qu'on tape un mot d'une ville sur la barre de recherche, on peut te retrouver dessus. Combien de temps tu consacres par jour à gérer cette page Twitter? Ce serait ma première question. Et ma deuxième question, je ne sais pas si peut-être que tu l'as déjà répondu, parce que j'ai entendu Père Jean-Pierre dire tout à l'heure que tu as un projet d'écrire un guide. Je vais la reformuler d'une autre façon. Ce serait peut-être, est-ce que tu aurais eu l'opportunité d'approcher, par exemple, le ministère de la Culture ou bien le ministère du Tourisme ou ce genre de choses pour travailler avec eux en collaboration? Est-ce que ça a été fait ou sinon, c'est vraiment tu veux rester sur Internet pour le moment et te consacrer à ça vraiment? Merci beaucoup, Patricia. Merci pour les questions et aussi pour vraiment cette considération que nous avons mutuellement, parce que je suis aussi un grand admirateur depuis des années, que ce soit pour les pensées du jour ou aussi les belles idées que tu as toujours proposées. Donc, je vais répondre aux 2 questions en commençant par la première. Pour moi, j'ai travaillé dans la presse un tout petit peu au Congo. Je l'ai dit, pour moi, partager quelque chose, c'est je dois penser non seulement à la forme, mais aussi au fond, à la qualité surtout. Donc, j'essaye de prendre mon temps pour lire, pour approfondir, par exemple, un petit sujet, bien que ça peut me prendre juste quelques caractères, voir comment je vais partager pour que ce soit captivant et que ça attire vraiment. Non seulement ça, j'arrive aussi à investir mon argent parfois pour des tweets que j'ai faits. Donc, il suffit que j'ai un tweet intéressant pour le Congo, par exemple, je le partage et je paye pour la publicité, donc il est visible un peu partout au Congo. Je le fais gratuitement. Donc parfois c'est un peu, je peux target, donc j'ai un peu ma target qui peut être la population ivoirienne. Je paye pour la Côte d'Ivoire, c'est visible, ils voient et ils vont aimer. Je le fais gratuitement. Donc, quant à mon temps, souvent je l'ai fait le matin. J'ai toujours tweeté le matin quand je vais au travail parce que je prends le train d'arriver au travail. J'ai au moins 2-3 sujets sur lesquels j'ai pensé. Je prends mes petites notes à côté et dans le train, j'écris. À la pause, après avoir mangé, je consacre 15 minutes soit pour lire, soit pour tweeter. Donc, et après mon travail également. J'essaie de jouer un peu à l'équilibre, question de ne pas aussi... de ne pas y consacrer plus de temps. J'ai quand même une vie privée, je dois aussi consacrer beaucoup de temps pour ma famille. Et quant à la deuxième question, tu veux me rappeler s'il te plaît parce que j'ai perdu oui, un peu. Absolument. C'était en fait, je voulais savoir si tu avais eu l'opportunité de collaborer avec les ministères. Oui, merci. Les ministères en tout cas, dans le cadre que tu fais sur les réseaux sociaux. Oui. Au fait, j'ai eu une idée une fois, c'est que j'ai visité plusieurs fois aussi les musées d'aviation.
Parce que vous voyez que souvent, je publie aussi sur tout ce qui est aviation. Ça m'intéresse aussi parce que j'ai visité que ce soit des avions. Donc, il y a plusieurs musées d'aviation dans des villes. À chaque fois que j'y vais, j'aimerais bien, je visite. J'ai beaucoup de photos que j'ai partagées. Alors, une fois, j'avais écrit à notre ministère du tourisme au Congo pour leur proposer qu'on crée un musée d'aviation à Kinshasa. J'ai préparé un projet, très bon projet, j'ai écrit un email, j'ai appelé le ministère, j'ai dit, mais nos avions pourrissent à Kinshasa. Kinshasa, l'aéroport de Kinshasa, c'est un peu comme la crasse. Alors que certains prennent des avions pour en faire des restaurants, des grands hôtels de luxe, je ne sais pas moi, à Lubumbashi, à Kinshasa, même à Lubumbashi, certaines fermes les font aussi. J'ai dit, mais l'État congolais doit avoir un musée d'aviation. J'ai proposé le projet que j'avais écrit, mais la réponse était que, ben écoute, monsieur, tu peux venir commencer. Quand tu fais plus ou moins 50%, nous te remboursons et puis on verra si l'État peut y entrer. C'est là que je me suis découragé, je me suis décidé de ne plus malheureusement proposer. Bon, on verra quand il y aura la volonté, même comme je vous ai dit, même tout ce que j'ai fait. J'ai payé pour mes publicités sur le Congo, j'ai fait tout gratuitement. Je n'ai pas besoin d'argent pour le moment. S'ils veulent mon expertise gratuitement, je pourrais l'amener. Mais ce que je vous dis, ce n'est pas un mensonge parce que j'ai mes mails, je n'aimerais pas les partager sur la place publique, mais peut-être inbox, je peux toujours vous les partager avec, y compris les numéros de téléphone que j'ai contactés pendant que j'ai proposé cette idée d'un musée d'aviation pour la ville de Kinshasa. Voilà, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Merci Patricia, merci Monsieur Benjamin. Alors nous allons continuer avec notre correspondant en France. Professeur Alfred, quelles sont les nouvelles de France? Vous avez 1 minute 30 pour nous lancer des nouvelles de France. D'accord, on va aller vite. La première, c'est le débat qui a lieu en ce moment à l'Assemblée nationale et qui passera au Sénat, donc à titre consultatif, autour de l'accord bilatéral que la France a signé avec l'Ukraine. Et en gros, cet accord-là est valable pendant 10 ans. Et dans l'un des premiers volets justement de l'accord, il s'agit de soutenir l'Ukraine, son indépendance, son intégrité, et dans les frontières de l'Ukraine depuis 1991. Le deuxième point, le plus important de cet accord, c'est celui qui concerne le soutien diplomatique et puis civil à l'Ukraine, c'est-à-dire son entrée dans l'Union européenne ou l'OTAN. Et le troisième point, c'est la coopération pour lutter contre la désinformation, pour les renseignements, échange de procédés de renseignement et pour la cyberdéfense, donc entre les deux. Et au fond, ici, on dit que Macron a piégé justement ses oppositions parce qu'il faut se prononcer très clairement quand on sait qu'il y a une partie de l'opposition ou des extrêmes gauche et extrême droite qui sont pro-russes en gros. Et donc, il s'agit là d'une demande de clarification. La deuxième nouvelle, rapidement, qui défraie la chronique, c'est toujours le président Macron qui, dans son enthousiasme, après avoir reçu la clé du Cité olympique, a lancé l'idée que la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura puisse, à l'inauguration, chanter une chanson de Edith Piaf. Alors, l'extrême droite, les groupuscules d'extrême droite ont réagi et on a vu tous les soutiens des artistes d'origine congolaise, africaine, française, et ça fait beaucoup de tintouin ici sur ce point-là. Oui, mais professeur Alfred, vous conjuguez ça au passé, mais c'est un sujet encore d'actualité. C'est chaque jour qu'on en parle, qu'il y a des échanges un peu exactement sur les réseaux. Exactement, il y a ça continue. Alors, il y a certains politiques qui voudraient vraiment qu'on tourne vite la page, que le soutien est là.
si Aya Nakamura veut, elle chantera au moment de l'ouverture des Jeux Olympiques, parce qu'on dit, bon, ben, ça phagocyte, ça crispe le climat politique alors qu'on allait vers la détente. Mais elle a eu une réponse très intéressante. Hein. Et au bout du compte, je vous dois quoi? C'est ça la question au fond, parce que c'est la plus grande chanteuse française aujourd'hui, internationalement suivie par près de 900 millions de fans à travers le monde. Donc voilà. Professeur, j'ai un petit commentaire là-dessus. Est-ce que vous pensez que Aya Nakamura, ou je ne sais plus quoi, c'est quoi ce nom, vous pensez qu'elle est vraiment à la hauteur de chanter du Edith Piaf? Edith Piaf, c'est quand même grandiose. C'est comme si on demandait à une petite chanteuse de je ne sais pas d'où de chanter du Céline Dion. Edith Piaf, c'est plus de 60 ans d'albums, de chansons françaises. Aya, ça fait quoi, 5-10 ans qu'elle est passée et que elle est là dans la musique française. Enfin, je sais pas, moi je pense que c'est équilibré. Il y a beaucoup d'artistes musiciens françaises qui pourraient avoir le culot de chanter Edith Piaf, mais Aya, je ne crois pas. Alors, Aya Nakamura est capable de tout chanter. Il ne faut pas oublier que c'est une griotte. Et les griottes ont cette capacité, ben justement, de tout interpréter. Et sa maman elle-même, elle est griotte, donc elle a hérité ça de sa maman. Et je pense effectivement qu'elle peut le chanter. Mais on ne lui demande pas de chanter comme Edith Piaf, puisque beaucoup ont interprété, repris les chansons des Françaises ou pas, les chansons d'Edith Piaf, mais n'ont pas fait pareil que Edith Piaf. En réalité, il s'agit simplement de perpétuer la mémoire de cette grande dame. Donc, elle pourra le faire. Dernière petite nouvelle, c'est le scandale de la princesse Kate et la photo qui fait scandale à travers toute l'Europe. Hein. On a vu le jour de la fête des mères, la photo qui a été publiée, en fait trafiquée, et ça suscite beaucoup de moqueries ici en France, où on parle de micmac, etc. Donc voilà un peu rapidement les quelques nouvelles. À ce propos, on a dit que c'était des Photoshop, non? Exactement. Voilà, merci beaucoup, professeur Alfred. Alors, nous demandons aussi, hein, il y a beaucoup de gens qui nous suivent à travers X, disons Twitter, à travers aussi YouTube. S'ils veulent intervenir ou donner leur point de vue, il suffit d'écrire et puis nous allons afficher leur point de vue ou leurs questions sur l'écran. Alors, nous revenons à notre invité du jour, monsieur Benjamin Umba. Alors, ça ne vous pince pas le cœur, par exemple, quand vous visitez d'autres pays, à part d'abord les images que vous affichez sur les réseaux sociaux, ça ne vous pince pas un peu le cœur quand vous regardez le progrès qu'il y a ailleurs et que dans votre pays, on sent que nous sommes grandement en retard, pas nécessairement par rapport à l'Europe, mais même par rapport à certains pays africains. Exactement, pour moi, ça me ronge le cœur parce que il y a beaucoup de choses que nous devons faire pour le moment et qui ne sont pas encore faites. Notamment, notre pays reste encore très fermé. La chose la plus facile à commencer, c'est d'abord l'ouverture du pays. C'est vrai que nous avons des problèmes sécuritaires, mais moi je dis que c'est juste une partie du pays. Prenons le cas d'Israël, par exemple, qui est un pays en guerre continuellement depuis 1947. Mais un pays très ouvert, avec plusieurs pays qui peuvent y voyager sans visa. Ils ont la possibilité, donc ils ont quand même des sites que les gens peuvent voyager en tant que touristes et vraiment profiter du temps sans se poser la question sur la sécurité. Au Congo, nous avons des zones qui peuvent être appelées des zones vertes. J'avais une fois fait une carte spéciale où j'ai dit qu'il faut peut-être créer des provinces vertes et dire que dans ces provinces, les touristes peuvent venir, ils sont garantis réellement d'avoir une liberté totale, de profiter vraiment de la nature congolaise. C'est le cas par exemple de la province du Congo central où il n'y a rien, le Grand Bandundu, et il y a plusieurs provinces comme ça. Alors, la première des choses, c'est que nous n'avons pas la facilité, les gens n'ont pas la facilité d'obtenir les visas congolais.
pour entrer au Congo. Le Kenya a créé une zone libre, donc libre pour free zone, free visa zone, donc c'est gratuit pour tout le monde, sauf qu'ils prennent une autorisation d'entrée en ligne. Aujourd'hui, avec la technologie, qu'est-ce qui nous manque de créer un système pareil? D'abord, c'est plus centralisé pour l'État de bien remplir un peu les caisses nationales d'une manière très bonne, crédible. Parce que jusque-là, avec tout ce qui se passe, les visas dans les ambassades, il faut des petits pots de vin et autres. Mais créer un système électronique qui permet carrément aux touristes de prendre un visa moins cher ou une autorisation de voyage, de se retrouver au Congo, ça sera déjà un pas important. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Moi, j'ai plusieurs fois voulu amener des amis au Congo, mais les conditions m'ont toujours découragé. Et jusque-là, j'ai du mal parce que certains pensent que je n'ai pas envie de leur montrer mon pays. Et ça fait quand même mal. J'espère quand même qu'avec le temps, nous allons améliorer nos conditions pour permettre quand même à ce que les gens puissent entrer. J'ai visité plusieurs pays d'Afrique et mon passeport n'a presque pas de visa africain. Certains, je les prends soit sur place, soit je les prends en ligne. Donc, c'est plus facile pour moi, ce qui n'est pas le cas pour les étrangers qui veulent visiter le Congo. Alors, nous espérons qu'avec le temps, peut-être le nouveau gouvernement qui viendra pourra aussi ouvrir le pays parce que, on ne peut plus compter sur le gouvernement passé, c'est passé et attendons voir un peu s'il y aura amélioration pour la suite. Voilà, c'est un peu ça sur la question que vous avez posée. Alors, nous allons essayer de faire un petit tour de tous ceux qui sont là pour voir s'il y a encore des gens qui ont des questions pour notre invité du jour, M. Benjamin. Alors, ça ne sera pas facile, vous soulevez juste la main. On va commencer peut-être à donner la parole à M. Mokarmel Maïnga. Il a parlé très peu, à part, disons, la rubrique juridique. J'aurais voulu aussi que Patricia intervienne quand même quand il a suivi M. Maïnga, puisque ça concernait les femmes, mais bon, si elle n'a rien à dire, il n'y a rien de grave. Alors, M. Maïnga, on vous donne la parole. Oui, mais merci Père pour la parole. Je voudrais suggérer à M. Benjamin, qui fait un énorme travail, surtout dans ces domaines négligés dans le pays, d'approcher aussi des entités régionalisées, le Provence. Avec la libre administration, la base sur la décentralisation, le Provence ont la facilité de développer elle-même le tourisme au niveau local. Nous l'avons quand même vu avec M. Richard Bouyège, qui avait des slogans « Visite Lualaba, visite Lualaba », qui essayait de mettre en avant les atouts de la province du Lualaba. Pourquoi ne pas approcher des provinces comme le Congo central? D'ailleurs, j'étais surpris d'apprendre que le parc Zong au Congo central n'est pas totalement géré par la province. Il y a tellement de sites, le parc de mangrove à Mwanda, les plages de Mwanda où on peut bâtir des zones touristiques, mais le province ne développe pas ces projets. Si vous pouvez, au lieu d'amener des projets au niveau national, et aussi voir au niveau de chaque province avec des atouts qu'elle possède et soumettre. Moi, je suis totalement impressionné. C'est un domaine qui génère beaucoup de revenus dans certains pays. Aujourd'hui, les gens vont au Kenya, dans des Zanzibar, ils dépensent $1500 pour 10 jours logement. Et si on mettait en place cette politique, c'est l'État qui sera le grand bénéficiaire de ces programmes. Mais les provinces aussi qui n'ont pas assez de moyens peuvent développer des petits tourismes. Moi, j'ai suis du Congo central, je connais très bien le Congo central qui regorge beaucoup de sites à visiter, les grands séminaires de Maïdi, les petits séminaires de l'Info, et beaucoup de sites à visiter au niveau des petits séminaires. Les provinces s'organisent comme nous le voyons en Europe ou ailleurs, même dans certaines zones d'Afrique. Actuellement, le Congo-Brazzaville a créé un site touristique où les gens quittent depuis Tingobila. Je crois que c'est $500 transport pour 2 jours et le séjour. Donc, les provinces peuvent elles-mêmes aussi développer ces projets et de tout centraliser au niveau de l'État, qui même le parc de l'ancienne résidence du maréchal Mobutu ne arrive pas à rénover à présent. C'était un peu ça ce que je voulais dire par rapport à cette question. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup à M. Benjamin. Oui, merci beaucoup pour la suggestion. Je pense que c'est très important justement avec la décentralisation de voir avec les provinces, parce qu'on a toutes les provinces n'ont pas de minerais, mais elles ont quand même cette vocation touristique qu'il faut développer.
Mais il faut quand même le dire. Comme je venais de le dire tout à l'heure, les provinces ne peuvent rien faire seules. C'est-à-dire le travail doit être fait en parallèle, par exemple, avec les ambassades aussi, parce qu'il faut que les ambassades peut-être permettent ou facilitent un peu l'obtention de visas aux touristes. Juste une petite parenthèse. J'allais ajouter ceci. L'Estonie, par exemple, un tout petit pays. J'ai des photos que j'ai faites, je vais partager aujourd'hui. Un tout petit pays, en visitant en plein centre-ville, je vois une agence touristique, une voiture avec la publicité, visite Ouganda, Tanzanie, Kenya, Zanzibar, Madagascar, avec la publicité bien flaquée là sur le véhicule. Un tout petit pays, tout au nord, que beaucoup de gens ne connaissent même pas. Mais ils attirent les touristes pour aller dans ces pays-là. Pourquoi pas le Congo? Mais voilà, donc on peut commencer quelque part. Donc on va voir aussi avec peut-être nos ambassadeurs, voir comment ils peuvent aussi ouvrir peut-être leurs portes pour davantage octroyer les visas à nos touristes. C'est vrai qu'il faut sensibiliser nos ambassades dehors. Hein. Ce sont des initiatives qui peuvent prendre sans nécessairement attendre une décision du gouvernement central. Hein. Alors nous attendons encore l'ambassadeur de la Belgique, hein, M. Maïnga, si vous pouvez encore revoir puisqu'il avait promis. Alors nous essaierons, peut-être ça ce sont des questions importantes, hein, de sensibiliser les gens pour visiter le Congo. Hein. À l'époque, certaines ambassades avaient des dépliants à l'ambassade. Alors, oui, monsieur Ekouchou Mamboulou, vous avez quelque chose à dire? Oui, merci Père. Mon mot de la fin, c'est... Non, ce n'est pas encore le mot de la fin, on faisait le tour un peu pour... Ah, le tour pour les... voilà, bon, écoutez... Parce que vous voulez aussi dire le mot de la fin, ce n'est pas... Non, c'est une réflexion que j'allais emmener. Je crois que le thème d'aujourd'hui, c'est le thème du tourisme, hein, en fait. Et je crois que beaucoup de choses ne sont pas faites dans nos pays par manque de connaissances. Je crois que la passion que M. Benjamin Oumba a peut aussi se transformer en un instrument disons, pour lancer la machine de la connaissance. On peut réunir les personnes, vous pouvez réunir les personnes qui s'occupent du tourisme dans les différentes provinces. Et pourquoi pas leur enseigner le marketing territorial? En fait, c'est ça le thème, hein, le marketing territorial. Peut-être qu'ils n'en connaissent rien. Et puis ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, je crois que notre réflexion dans le monde francophone, c'est toujours l'État qui commence à développer quelque chose avant que les particuliers le fassent. Or, dans d'autres mondes, c'est d'abord les particuliers qui développent une industrie et ils deviennent assez puissants pour imposer à l'État de poser des normes. Donc, je crois que vous avez une page qui est très suivie. Vous pouvez aussi lever des fonds avec ceux qui vous suivent, ceux qui croient en vous, avec vos compétences aussi en milieu financier. Pourquoi pas utiliser tout ça pour commencer quelque chose sans s'attendre à l'État et commencer à développer des petites choses. Et après, quand il y aura un écosystème assez puissant, l'État va fléchir. Moi, je crois en ça aussi. Voilà, c'est bien. De belles idées. Merci beaucoup pour les suggestions. Prof Alfred, quelque chose à dire? Sinon, on va... Non. Je suis avec passion tout ce qui se dit et toutes les suggestions qui sont faites. Mais d'abord, j'ai l'impression effectivement que, après ce que Benjamin a dit tout à l'heure et les suggestions qui sont faites, c'est que, évidemment, il y a le privé et le public, l'État et le privé, qui doivent travailler en synergie justement pour prendre en charge ces initiatives. Mais ce qu'il a connu, le professeur Ngal l'avait connu à l'époque, où il était à l'UNESCO, et enfin à la francophonie, il y avait la publication des anthologies sur les littératures francophones, et il avait obtenu un gros paquet pour la RD Congo. Et lorsqu'il est arrivé à Kinshasa pour dire, bon ben voilà, l'UNESCO met à notre disposition et la francophonie un certain nombre d'ouvrages. Le ministère de l'enseignement primaire, de l'enseignement supérieur, vous affrétez ces livres-là et puis ça va être acheminé à Kinshasa.
le ministère de l'Éducation de l'époque et de l'enseignement supérieur dit, mais monsieur le professeur, bon, commencez d'abord et puis après, nous, on va voir quelle est notre part là-dedans. Lui dit, mais moi, je n'ai pas d'argent. On n'a pas dit qu'il fallait vendre ces livres. Ce sont des livres qui sont adressés à la RD Congo gratuitement pour les écoles, les bibliothèques, les universités. Il suffit simplement, ça n'a jamais été fait, de retour ici, l'UNESCO a envoyé, a posé la même question au Sénégal. Le Sénégal a affrété un avion, les bouquins sont partis au Sénégal. Donc, il y a un peu de ça. Mais moi, c'est plutôt sur la question justement du musée de l'aviation. Je suis sidéré et ma question est, quand tu étais en Ukraine, par exemple, est-ce qu'il y avait là-bas aussi un musée d'aviation? Est-ce que tu as pu visiter et puis qu'est-ce que tu peux nous en dire? En Ukraine, j'ai visité, c'est un excellent musée d'aviation où vous pouvez observer tout ce qui est aviation soviétique, tout ce qui a été construit pendant la période soviétique, que ce soit les Antonov, que ce soit les avions de chasse. J'ai beaucoup de photos que j'ai partagées. C'était justement mon inspiration pour le cas du musée d'aviation, vient justement du musée d'aviation de Kiev, qui est un très grand musée d'aviation construit en plein centre-ville, juste à côté de la deuxième aéroport du pays, l'aéroport de Juliana. Et j'ai pensé personnellement, je me dis, est-ce qu'on ne peut pas voir à côté de l'aéroport justement de Njili, comment, parce que Njili est à l'extérieur de la ville, comment peut-être trouver un espace vert qu'on peut entretenir et construire quelque chose et ramener tous ces avions, essayer de les repeindre, essayer de les entretenir pour créer quelque chose qui va justement aider le pays à s'enrichir. Parce que le musée de Kiev, c'est un musée national. Ça s'appelle en ukrainien Державный Musée Aviatia. Donc, l'aviation nationale du pays. C'est un musée national d'aviation. On peut faire pareil. Et il n'y a pas que là. J'ai visité d'autres musées d'aviation. Donc, voilà, c'est une idée qui est excellente aussi dans le cadre même environnemental actuellement. Parce que tout ce que nous laissons pourrir là, ça constitue un peu un danger aussi pour l'environnement congolais. Donc voilà un peu l'idée que j'ai et on verra, peut-être un jour ça se réalisera. Merci. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous allons pouvoir terminer aujourd'hui, puisque nous aurons encore l'occasion vendredi prochain. Nous sommes au mois de la femme, et ce ne sera pas moi probablement. Nous avons maintenant une speakerine, nous allons essayer de la mobiliser pour tout le monde de la femme. Donc, vendredi prochain, nous aurons encore quelque chose avec les femmes et nous allons les suivre. Donc, on va faire peut-être celui qui veut dire un petit mot de la fin. On commence par Madame Rachel Amani qui nous est revenue rapidement avant que la connexion puisse la décevoir. Madame Amani, rapidement, un petit mot de la fin. Et puis, on va donner aussi, c'est lui qui va demander, peut-être, je ne sais pas si Patricia a encore quelque chose à dire, ou sinon. Oui, bon. Madame Amani, d'abord. Merci, Père, pour la parole encore une fois accordée. C'est un immense plaisir d'être parmi vous ce soir. Merci à vous tous d'être là. Merci pour vos souhaits. Ça m'a fait du bien. J'ai vraiment retenu quelque chose de si important par rapport au patriotisme de notre cher invité Benjamin Wumba. C'est vraiment un grand esprit de patriotisme que nous devons tous copier, malgré tout ce qui peut se passer autour de nous, malgré ce que notre pays peut nous présenter, qu'il soit bon ou mauvais, sachant toujours tenir le cap et défendre notre pays. Parce que c'est nous qui sommes acteurs du changement. Si nous voulons que les choses changent, si nous voulons que la RDC soit respectée, c'est que nous devons faire de notre mieux pour le faire. Et chacun à son niveau. Voilà ce que j'ai aimé pendant tout son discours, pendant tout ce qu'il a partagé avec nous ce soir. Je crois que si chacun de nous s'approprie en fait cette lutte-là, ça pourra nous aider à voir un Congo que nous voulons tous voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Rachel Amani. Encore une fois, bon,
joyeux anniversaire. Et j'espère que vous allez être un peu plus présente parmi nous pour avoir les nouvelles de l'Est de la République démocratique du Congo, surtout à Goma, un coin très chaud. Et nous donnons la parole aussi rapidement à M. Mocarnel Maïnga, 30 secondes pour dire un petit mot de la fin. Oh. Merci Père, une fois de plus pour la parole. Le mot de la fin, donc, mes encouragements, j'ai vraiment énormément appris et ça a encore suscité beaucoup de curiosité dans ce domaine. Moi, et surtout le thème était. Et la diversification des thèmes nous aide à découvrir d'autres choses que de rester des thèmes j'ai les thèmes d'aujourd'hui et très intéressant. Nos encouragements, nous allons nous abonner à votre page. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Sauf s'il y a quelqu'un qui est contre, nous allons proposer à M. Benjamin Oumba de rejoindre l'équipe du dialogue avec pour s'occuper du secteur touristique. Hein. Ça serait quand même intéressant, même une fois par semaine ou 2 fois par mois. Avec plaisir. M. Benjamin, vous êtes le bienvenu. Hein. Vous avez avec plaisir. Ça serait quand même intéressant pour que le groupe puisse s'agrandir. Bien sûr. Alors, Monsieur Ekouchou, Mamboulou, Fortuna, 30 secondes. En tout cas, j'ai apprécié le temps que nous avons passé ensemble avec notre invité, Monsieur Benjamin. Encore nos félicitations. Moi, je n'étais pas abonné, mais je crois que je rencontrais vos publications par hasard sur les réseaux, donc je vais m'abonner. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je crois que oui, notre pays a beaucoup à gagner et en faisant la promotion d'un personnel qualifié en marketing territorial. Et je crois qu'il faut, voilà, quelqu'un pourra pousser vers cette direction-là, si pas des privés, mais quelqu'un même dans l'appareil de l'État. Alors, professeur Alfred, 30 secondes. 30 secondes, d'abord. Rachel Amani a un si joli nom, donc Amani dans le Kivu, à Goma. Benjamin, oui, Benjamin, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous et avec les auditeurs pour ce soir. Je pense effectivement que chez nous, on ne mesure pas le poids du soft power. Ça participe du soft power aussi et qui fait connaître le pays autrement et qui devrait justement, si nos autorités étaient responsables, attirer beaucoup de monde et puis pas seulement autour de la cause politique, puisque ça, on en parle tout le temps, mais il y a cette cause aussi culturelle, cette cause humaine qu'il faut défendre, promouvoir. Tu le fais si bien. Des encouragements à poursuivre dans ce sens-là. Merci beaucoup. Alors, Madame, pensée du jour, Cathy. C'est à peu près pareil que ce que les autres invités, en tout cas, ont dit. Hein. Benjamin, c'est à peu près, on va dire, je pense, plus de 130 000 followers sur Twitter, si je ne me trompe pas. C'est quelqu'un qui contribue au déficit culturel qu'on a au Congo. Parce que quand on parle de culture, là, sur sa page, il partage beaucoup de choses qui se font à l'extérieur pour pouvoir faire une certaine comparaison. Mais ce n'est pas une comparaison dans le sens de nous narguer, mais c'est plutôt une comparaison dans le sens de nous pousser à faire plus et à nous poser la question, mais comment les autres pays font, comme les pays qui sont à côté du nôtre, hein, on n'a pas besoin d'aller en Occident ou aux États-Unis, les pays juste à côté, qui font beaucoup de choses, qui font du soft power, comme le professeur Alfred vient de dire, qui arrivent à ouvrir des grandes bibliothèques, qui arrivent à faire des musées, qui arrivent à avoir des sites touristiques. Comment est-ce qu'ils font? Est-ce que nous, Congolais, nous sommes incapables de le faire? Je ne crois pas. Je pense que nous sommes largement capables. Chacun de notre côté, Benjamin en a la preuve vivante que lui, à son niveau, il est capable de rassembler à peu près 130 000 personnes pour écouter ce qu'il a à dire, le lire et le retweeter. C'est déjà important, c'est grandiose.
Alors, je ne pense pas que des ministères, des entreprises publiques qui sont des milliers, des centaines à toucher des salaires ne soient pas capables de le faire. On devrait être capable de le faire. Et ces gens-là qui travaillent pour l'État devraient s'inspirer de personnes comme ça. On devrait s'inspirer de pages comme Benjamin pour pouvoir booster un peu l'image du pays et pour pouvoir faire mieux. Je crois que c'est important. Et donc, encore félicitations Benjamin. En tout cas, continue, ne lâche pas. Ne sois pas découragé, parce que je sais que sur Twitter, des fois, il y a des pics. Et je voulais relever ça aussi. On te lance souvent des pics, il y a des gens qui t'insultent et tout ça, mais vraiment, bravo aussi à ta capacité de toujours rester humble et de ne pas rétorquer avec des insultes. Ça, c'est quelque chose aussi que j'apprécie énormément chez toi. Et il faut vraiment beaucoup plus de personnes comme toi sur réseaux sociaux au Congo. Et en tout cas, bravo. Et bon anniversaire Rachel. J'ai pas eu l'opportunité de vous souhaiter bon anniversaire. En tout cas, joyeux anniversaire. Beaucoup de bonnes choses pour vous. Merci. J'espère qu'on vous aura aussi parmi nous vendredi prochain. Vous serez là vendredi. Là. Super. Super. Voilà. Alors, avant de donner la parole à notre invité, M. Benjamin, il y a encore notre graphiste qui fait partie de notre équipe aussi, mais qui nous rend des grands services. Hein. Cher Benjamin, bonne chance. Compte aussi sur mon soutien à ton projet. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. J'allais dire, Benjamin, je suis déjà abonné en réalité, donc l'impact est très fort. J'étais déjà abonné, je viens de vérifier. Okay, merci beaucoup. Magnifique. Alors, le dernier mot maintenant de notre futur responsable de la rubrique tourisme. Alors, le dernier mot, je pense que je ne lâche rien. Et nous tous, nous devons être des vrais ambassadeurs du Congo, des vrais ambassadeurs de notre pays. On doit promouvoir le pays, on doit proposer des bonnes idées, on doit ensemble se soutenir main dans la main et surtout ne pas oublier que quel que soit les moments que nous traversons, un jour ce Congo sera pratiquement un peu comme aujourd'hui l'Égypte de l'Afrique, qui est le pays le plus visité, un pays qui vous fait 33% du budget national grâce au tourisme et au-delà de l'agriculture et autres. Donc moi, je vois ce Congo devenir comme ça pour que les gens viennent visiter les belles plages de Mwanda, qu'ils viennent visiter les belles plages du lac Tanganyika à Kalemi, qu'ils aillent visiter que ce soit la belle forêt équatoriale que nous avons dans la grande province orientale ou encore notre chute de l'Ofoe dans le Grand Katanga, ou je peux parler aussi de la beauté du lac Munkamba. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir au Congo, mais tout cela passe par la paix, passe par la volonté politique, passe par la volonté collective. Nous tous, nous devons nous soutenir main dans la main pour promouvoir le Congo. Quel que soit le moment, je n'ai pas de complexe, je n'aurai pas de complexe, même si nous avons des problèmes sécuritaires, mais je sais que c'est juste passager. Demain, nous serons à Goma pour célébrer peut-être l'anniversaire de Rachel l'année prochaine dans la paix. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, grand merci à M. Benjamin Mumba d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Comme je l'ai demandé, il pourra s'occuper de la rubrique, pourquoi pas, tourisme. Ça sera quand même intéressant pour nous. Grand merci, M. Benjamin Mumba, pour la disponibilité. Ce n'est pas la première fois que vous participez au dialogue avec Visuel. Vous avez déjà aussi participé au Space du dialogue avec. En tout cas, merci pour la disponibilité. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Vous êtes le bienvenu. Merci aussi à celle qui a fêté son anniversaire aujourd'hui, Madame Rachel Amani, d'avoir été là. Merci à Patricia, l'habituée du dialogue avec, pour nous avoir rejoints et pour la participation toujours appréciée. Merci, M. Fortuna Ekouchou, pour votre présence. On remercie aussi notre juriste qui est déjà parti, M. Mokaramel Mayinga. On espère les retrouver prochainement. Merci,
cher ami professeur Alfred pour la participation. J'espère que vous serez encore là très bientôt. Nous remercions aussi Madame Gladys qui nous a envoyé le tutos de Madame Gladys. On espère qu'elle sera régulière au moins pour nous envoyer son tutos qui nous aide. Alors, un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ils étaient nombreux aujourd'hui à nous suivre, surtout sur X, donc sur Twitter. Et il y a aussi ceux qui nous ont suivis sur YouTube. Donc, merci à vous. Il y a certains qui nous ont suivis aussi sur Facebook et aussi sur Instagram. Nous allons nous retrouver vendredi pour la nouvelle édition du Dialogue avec, qui sera encore une édition féminine. Nous sommes au mois de la femme. Mais en attendant, demain, vous pourrez avoir la rediffusion de cette émission dans la matinée, puisque on ne pourra pas le faire à 14h à l'heure habituelle, on fera un peu plus tôt. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, en tout cas, partout où vous êtes, une bonne soirée et dans l'espoir de vous retrouver bientôt. Et il ne me reste qu'à moi-même aussi de dire aux autres qui n'ont pas pu poser des questions qu'ils pourront le faire dans les prochaines éditions. En tout cas, à très bientôt.